Non, ce n'est pas le vase de Soissons. Ah, bonjour. Dans mon récit sur la conversion de Clovis Ier, j'ai évoqué la bataille en 486 entre Syagrius, le dernier occupant romain de la Gaule, et le jeune roi franc Clovis, âgé de 19 ans. Les pertes furent nombreuses des deux côtés, mais la détermination et la discipline des armées franques firent pencher la balance en faveur de Clovis et de son cousin Ravanière, roi de Cambrai. La défaite de Syagrius, qui partit se réfugier en toute hâte auprès d'Alaric II, roi des Visigoths, marquera le début de la formidable épopée de Clovis, qui devint en quelques années maître d'un véritable empire dont les frontières, à la fin de son règne, déborderont largement celles de la France actuelle. Après sa victoire à Soissons contre Syagrius, Clovis réunira ses troupes pour les féliciter de leur vaillance et pour partager le butin résultant du pillage de Soissons, comme on le fait toujours traditionnellement chez les Francs, dont la société était fondamentalement égalitaire. Ce n'est qu'après son baptême, en 498, qu'il interdira le pillage des églises et des lieux sacrés. Pour respecter l'égalité des guerriers, chacune des parts était tirée au sort, y compris celle du roi, qui n'était à ce moment qu'un simple guerrier comme les autres. Mais, à Soissons, Clovis fit une entorse à la règle, puisqu'il demanda à ses très valeureux guerriers qu'un vase qui se trouvait parmi le butin lui soit donné en plus de la part que le sort lui réservait. En effet, Rémy, l'évêque de Reims, venait de lui envoyer un message dans lequel il lui demandait instamment de récupérer ce grand vase liturgique d'une beauté merveilleuse, selon Grégoire de Tours, qu'il évoquera dans son Histoire des Francs, rédigée en 574, ce grand vase qui, en réalité, n'était pas de Soissons, mais d'une église du diocèse de Reims. Les soldats de Clovis, à la quasi-unanimité, lui répondirent « Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi, et nous sommes nous-mêmes soumis à ton autorité. Agis maintenant comme il te plaira, personne ne peut résister. » Clovis n'en attendait pas moins de ces hommes, mais pourtant un soldat sortit du rang. Un homme dont l'histoire n'a pas retenu le nom, mais probablement Lévis Invidus ac facilis, léger, envieux et impulsif. À la stupéfaction générale, cet homme s'avança vers Clovis et lui lança « Tu n'auras que ta part !» et il brisa le vase de sa Francisque. C'est du moins ce que la République, dans ses recueils d'histoire, apprit à des générations de petits Français depuis la Troisième République. En réalité, le vase, qui n'était pas de porcelaine mais d'argent, ne fut pas brisé, mais seulement cabossé, comme le prouve Rémy qui écrit dans son testament « Quant au vase d'argent qu'a daigné me donner le seigneur roi Clovis, d'illustre mémoire, que j'ai reçu dans la fontaine sacrée du baptême, pour que j'en fasse ce que je voulais, j'ordonne qu'on en fabrique un encensoir et un calice gravé de représentations, ce que j'en aurais fait d'ailleurs si j'en avais eu le temps durant ma vie. » Clovis avala l'affront subi de la part d'un de ses hommes. Mais, nous dit Grégoire, il garda sa blessure dans son cœur. Du genre rancunier,
Un an plus tard, ayant réuni à nouveau l'armée au Champ de Mars, en passant ces hommes en revue, il reconnaît le soldat impudent. Il s'approche, l'observe minutieusement, des pieds à la tête, et constate que son équipement et sa tenue laissaient à désirer. Il s'empare alors des armes du soldat et les jette à terre avec fracas. L'homme se baisse aussitôt pour les ramasser, et Clovis en profite pour lui briser le crâne d'un coup de Francisque en s'écriant « Ainsi as-tu fait du vase de Soissons !» Les ouvrages scolaires à partir de la Troisième République populariseront une formule plus lapidaire. « Souviens-toi du vase de Soissons !» On a quelquefois mis en doute cette anecdote du vase rapportée par Grégoire de Tours, le coup de hache brisant le vase et le coup de hache qui fracasse la tête du soldat, apparaissant par certains comme un procédé littéraire. Grégoire l'aurait inventé afin de magnifier, avant même son baptême, la piété de Clovis, désireux de défendre les biens de l'Église. On a dit aussi que cette histoire avait été déformée par les manuels d'histoire de la Troisième République dans le but d'apprendre aux jeunes élèves les vertus de l'obéissance. Aujourd'hui, cependant, la plupart des historiens acceptent son historicité. Toutefois, ce n'est pas pour venger le vase de Rémy que Clovis exécuta le soldat impudent, mais bien pour affirmer son autorité royale quelques mois plus tard. L'Église fut impressionnée par ce geste de puissance, et sachant qu'elle risquait de disparaître sous les persécutions des Ariens, et notamment des Visigoths, et que la protection de ce roi non-arien était peut-être sa seule chance de survie, il devint à ses yeux un interlocuteur respectable, même s'il était loin de se rapprocher de l'idéal d'humanisme prêché par les évangiles. Et elle n'hésita plus à le soutenir avec détermination avant même sa conversion et son baptême. Après la mort de Rémy, dont on a vu qu'il regrettait de ne pas avoir eu le temps de faire transformer le vase en encensoir, c'est son neveu, Louis, évêque de Soissons, qui fut chargé d'accomplir sa volonté. Mais Loup meurt en 540, 7 ans seulement après Rémy, avant d'avoir pu exécuter le vœu de son oncle. Quant au fameux vase, il disparut de la circulation et plus personne n'en parla plus jusqu'au mois de mars 2017, où des archéologues travaillant sur le site de Saint-Marcellin-du-Mont, dans l'Aisne, annoncèrent une nouvelle stupéfiante. Le vase de Soissons a été retrouvé au fond d'une tourbe, non loin d'un ensemble de tombes datant de l'époque mérovingienne. Il est reconnaissable, expliqua le responsable de l'équipe archéologique, à sa forme boulière, typique de l'époque, et aux éclats de Francisque retrouvés sur ses côtés. Il est décoré de peintures encore relativement visibles, représentant des navires, des vagues et des poissons. Alors, a-t-on vraiment retrouvé le vase de Soissons ? La prudence reste de mise et il continue à être étudié avec les procédés les plus modernes d'identification. Nous espérons toutefois pouvoir répondre le plus tôt possible à cette question. Ce qui est sûr, c'est que si cela était confirmé, ce serait une découverte fantastique qui pourrait nous apprendre de nombreuses choses sur les Francs et la Gaule à la fin du Ve siècle.
Je vous remercie.